Ce sont des recherches de mes collègues français. Alors on ne peut pas croire. Les Romains, disons, étaient illitérés à l'époque en proportion de 95%. Parce que ce n'était pas important de savoir lire et écrire. C'était important de vivre, de lutter, de travailler. Et alors, les Romains, certains Romains, ont conservé la conscience de la latinité. Et les premiers chroniqueurs moldaves, par exemple, qui ont écrit en romain, pour eux, la chose était normale. Grigore Eurechie et Miron Costin ont écrit normalement, oui, les Romains viennent de Rome, ça c'est sûr, c'est connu. Grigore Eurechie a affirmé, Miron Costin a apporté des arguments. Et Dimitrie Cantemir, qui était le premier Romain de taille européenne, vous savez que son nom se trouve sur le frontispice de la bibliothèque Sainte-Geneviève, ici à Paris, à côté de Leibniz. Parce qu'il y a 300 ans, il est devenu membre de l'Académie de Berlin. Exactement en 1714, Cantemir est devenu membre de la... Et Cantemir explique, oui, nous parlons une langue parce que les empereurs de Rome ont conquis la Dacie. Les Daces ceux peu qui sont restés après les guerres, ont été capables de parler la langue latine, mais surtout la colonisation romaine qui a été de très grande ampleur, a réalisé la romanisation de la Dacie. Et alors, il explique du point de vue scientifique Cantemir. Et à partir de Cantemir, après Cantemir, ce sont les représentants de l'école transylvaine, Samuel Miko, Gheorghe Shinca et Petromeu. Et après ça, toute l'intellectualité romaine sérieuse a expliqué ça, a apporté d'autres arguments pour la latinité. Ça veut dire que la latinité ne peut pas être jugée aujourd'hui, même du point de vue pratique, dans le langage courant, dans le vocabulaire courant de chaque Romain du commun. 80% des paroles qu'on utilise sont d'origine latine. 80%. 15% sont slaves et 5% sont turcs, hongrois, grecs. Mais 80%, la langue des Minesco, en proportion de 81%, contient des paroles d'origine latine. Pas toutes les paroles sont arrivées chez nous par l'intermédiaire de l'héritage latin. Parce que certains sont venus par l'intermédiaire du bonjourisme, de l'influence française, du 19e siècle. Pompile Héliade a écrit un excellent livre sur l'influence de l'esprit, de la culture française sur l'esprit romain. Mais si, aujourd'hui, 80% des paroles que nous utilisons chaque jour, la langue romaine, m'ont raconté les philologues, compte environ 52 000 paroles. La langue anglaise compte 55 000 paroles. Les philologues n'ont pas autre affaire que compter les paroles, non? 52 000 paroles dans la langue romaine, plus 34 volumes de l'Académie romaine contient cette explication. 34 volumes du grand dictionnaire de la langue romaine. La chose intéressante est que la majorité des mots latins hérités des temps des Romains provient de Transylvanie, où a été la province, le centre de la province romane d'Asia. Et même aujourd'hui, dans les montagnes du Ouest, dans la plaine transylvaine, on utilise des paroles latines. Ma grand-mère, quand j'ai dit que j'ai appris à l'école avec la lettre C, la parole Choban, qui veut dire berger, elle m'a dit, ça n'existe pas, mon fils, c'est Păcurat. Quand j'ai dit que j'ai appris la parole Usturoi, ça n'existe pas, c'est Aïe. Comme dans l'art roumain. Dans l'art roumain, c'est pareil. Oui. Aïe, Păcurat. Et quand j'ai dit Zăpadă, elle m'a dit Nea, qui vient du latin nivea, qui signifie blanc. Nea, cuvântul nea, la parole, vient du latin. Ça veut dire que, et un linguiste de Timișoara, et je finis avec la linguistique,
qui s'appelle Vassili Frățilă, il est en pension maintenant. Il a fait une recherche scientifique dans les montagnes de l'Ouest, dans les années, Munții Apuseni, dans les années 70, avec ses étudiants, et a trouvé une grand-mère avec le petit-fils, et disait « Caru, caru mame ». Et le linguiste a dit « Mais pourquoi vous ne dites pas « dragul mame » Et la dame a dit « Mais c'est la même chose. Mais nous utilisons la parole de nos ancêtres parce que ma grand-mère me disait comme ça. Car, ça veut dire qu'en romain, on a hérité même la parole cher. Carus, du latin. Carus, carum, un adjectif latin. Et beaucoup d'exemples de ce type. Qui vient de... Nous avons des paroles latines qui ne sont pas héritées dans aucune autre langue latine. Ça explique beaucoup sur la latinité. Bref, du point de vue de l'origine et de la langue, les Romains sont liés à l'Occident. Mais du point de vue de la confession, parce que nous sommes des orthodoxes, et de la tradition et de la géographie, nous sommes liés à l'Orient. C'est pour cela que nous sommes l'unique peuple latin isolé de la masse de la latinité, l'unique peuple latin qui a une superstrate slave et non germanique pour tout l'Occident, même le long de la France. C'est un nom germanique parce que les Francs étaient une tribu allemande. Chez nous, sont les Slaves qui ont joué le rôle des Wisigoths, des Ostrogoths, des Lombards, Longobards, des Francs, des de Burgon et ainsi de suite. En tant que chez nous, ont été les Slaves qui nous ont influencés pendant 5e et plutôt 6e, 7e siècle, quand les Romains étaient déjà presque formés, mais pas finis. Pas encore finis. Avec la composante slave, on peut dire que le peuple romain à partir des siècles 8e, 9e, 10e, est pleinement formé. Mais si tu es en Occident, en Orient, quand on a été obligé d'organiser l'Église, malgré le fait que les Romains étaient des chrétiens, à partir de 3e, de 4e, de 5e siècle, pas à pas, malgré ça, ils n'ont pas eu la chance d'organiser une Église. Le modèle de l'Église a été pris par l'intermédiaire bulgare, parce que les Bulgares, christianisés en masse en 864, ont été capables d'organiser une église de type byzantin. Et parce que la Bulgarie, le premier tsarat, le premier empire, s'est étendu au nord du Danube et même en Transylvanie, je ne peux pas dire qu'il s'agit d'une domination effective, mais ils sont arrivés jusqu'à la vallée de Mureș, avec leur domination militaire, politique, un tout petit peu. Ils ont porté même le modèle de l'Église. Alors, quand on a organisé l'Église, les Romains ont réalisé une autre chose étrange. Christianiser du point de vue occidental dans la langue latine, parce que toutes les paroles qui expliquent l'essence de la foi en roumain sont d'origine latine, ont organisé une Église byzantine. Et alors, les choses qui font référence à l'Église comme institution sont d'habitude d'origine grecque et slave. Mais il s'agit d'un aspect formel, parce que la base de la foi dogmatique provient toujours du latin. De la parole Dumnezeu jusqu'à la rugăciune, jusqu'à sărbătoare, die serbatoria, înger, altar, credință, cruce, tout rappelle la latinité, l'origine latine. Même la parole biserica, qui n'existe pas en français, n'existe pas en italien, n'existe pas en espagnol, ben, existe chez nous qui vient de basilica, du latin. Et c'est imposé au IVe siècle. 4e siècle. Et pour cela,
Parce que une autre chose étrange, c'est que pendant le Moyen-Âge, étant situés ici, ont eu comme langue de culte et de culture et de la chancellerie le slavon. C'était l'unique peuple roman qui a réalisé cette performance, toujours à cause de la géographie. Mais ce n'est pas très étrange parce que vous savez qu'il y a des peuples slaves, les Polonais, les Croates, les Tchèques, les Slovaques, les Slovènes, qui malgré le fait qu'ils étaient des Slaves, ont utilisé le latin comme langue de culture et de la chancellerie au Moyen-Âge. Ça, ils sont situés un peu plus à l'Occident que nous. Si on peut changer l'histoire, c'est très difficile de changer la géographie. Et nous avons été situés, du point de vue géographique, du côté oriental de l'Europe. Je ne peux pas dire que c'était mal ou bien. C'était la chance, c'était la vie, c'était la décision du Dieu. Mais c'était comme ça. Et jusqu'au XVe siècle, beaucoup d'Européens de l'Occident regardaient avec admiration vers l'Est. Le Constantinople. Quand la grande ville impériale du Constantin est tombée sur vous savez, les attaques de l'armée ottomane en 1453, la ville avait compté environ 400 000 habitants. En Occident, les grandes villes de l'Occident, à l'époque, comptaient 50 000, 50, 60 000. Venise était la plus grande. Venise comptait 200 000. La République lagunaire de nord de l'Italie. Le modèle byzantin, malheureusement, après la prise du Constantinople par les Turcs, est devenu caduque, n'était plus un modèle pour l'Europe. Parce que c'est avoué que les Turcs, les musulmans, ont apporté un autre modèle de civilisation. Et la civilisation byzantine s'est développée hors de Constantinople, dans d'autres pays qui ont hérité la tradition byzantine. Vous savez que Jorg a parlé de Byzance après Byzance. Parce que si Constantinople était appelée la nouvelle Rome, Moscou est devenu la troisième Rome. Mais même les Bulgares, Trnovo, avec leur capitale, ont eu la prétention d'être les héritiers de Constantinople. Et ainsi de suite. Et alors, les Romains ont eu au Moyen-Âge cette double identité. Une identité occidentale éloignée du point de vue de l'origine et du premier Descalécate, comme on parlait dans les chroniques, la première fondation des pays, qui était la fondation du Trajan. Le deuxième Descalécate, la deuxième fondation, c'était la fondation de Bassarab et de Dragoș et Bogdan en Moldavie, qui ont créé les États du Moyen-Âge. On parlait de două descălecatori, deux fondations. Ont eu cette conscience, mais à cause de la foi, de la religion byzantine, à cause de la langue de culte, de culture et de chancellerie qui était le slavon, à cause de la vie quotidienne, de la tradition, de la culture des boyards, de l'élite nobiliaire des pays romains, les Romains étaient orientaux. Mais jamais, jamais, cette composante occidentale n'a pas été oubliée. Toujours, on a eu, et c'est vrai qu'on a eu des Romains qui sont devenus catholiques et ont fait une belle figure. Partout, par exemple, Nicolaus Solahus, Nicolas le Roumain, qui était un des plus grands humanistes dans le royaume de Hongrie, il n'a jamais oublié son origine roumaine et a écrit en latin plusieurs fois qu'il était de souche valaque, de la Valachie, et que les Valaques ont défendu la foi chrétienne par l'intermédiaire de leurs voïvodes qui ont lutté à côté des autres chrétiens contre les musulmans. Et d'autres et d'autres. Et dans les pays romains, et je vais vous montrer les images maintenant, dans les pays romains, toujours l'Occident et l'Orient se sont mélangés.
Vous savez exactement que la Transylvanie a été conquise par les troupes hongroises après la formation du royaume hongrois à partir de l'an 1000, quand leur duc, appelé Vaik, s'est baptisé avec le nom de Stéphane. Ça veut dire qu'il est devenu Stéphane Ier, maintenant il est saint dans le calendrier catholique, à côté de l'autre Stéphane, du Saint Stéphane qui est de l'origine du IVe siècle. Et les Hongrois ont eu besoin de entre 150 et 200 ans pour conquérir la Transylvanie. Finalement, au début du XIIIe siècle, 1200, la frontière du royaume de la Hongrie était sur les cimes des Carpates. Et la Transylvanie était englobée. Pas conquise tout à fait parce que c'était différent, c'était très difficile de conquérir tous les territoires, tous les villages. Elle était sous domination hongroise. Dans certaines régions, les Romains ont pu conserver encore pas seulement leur nombre, parce qu'il était la plus nombreuse population de la Transylvanie. Et nous avons pour chaque siècle des preuves de ce type. À partir du XIIIe siècle, nous avons des preuves de la partie du Saint-Siège, de la partie de différentes chancelleries européennes qui parlent de ça. Alors, les Romains ont été obligés de vivre à partir, disons, du XIIe, XIIIe siècle jusqu'au XVIe siècle sous la domination du royaume de Hongrie. Toute cette période de temps, 4, 5, 3, 4, 100 ans, les Hongrois ont apporté population hongroise, population catholique, ont créé des institutions de l'Église catholique en Transylvanie et de plus ont franchi les Carpates et ont organisé la vie urbaine dans les villes qui sont très proches aux Carpates orientaux et aux Carpates méridionales. Ça veut dire que même dans la Moldavie et dans la Valachie ont existé à partir du XIIIe siècle des évêchés catholiques qui ont fonctionné pendant toute la période médiévale, moderne et contemporaine. C'était l'inverse en Transylvanie. En Transylvanie, les Romains ont été, les dominants, les Hongrois, ont été obligés de reconnaître, d'accepter que les Romains sont différents, qu'ils ont leur propre tradition byzantine et que la tradition byzantine demande une autre manière de construire les églises, une autre manière de vivre la foi. Et avec cet mélange, se sont réalisés les grands monuments du Moyen-Âge romain qui sont très intéressants aujourd'hui, surtout pour les étrangers qui viennent en Transylvanie. On a par exemple 150 églises au sud de la Transylvanie, églises gothiques, le plus grand nombre de l'Europe. Dans une petite région, 150 églises gothiques fortifiées. Parce que les églises gothiques sont partout en Europe, mais l'église fortifiée, transformée en citadelle, c'est seulement au sud de la Transylvanie. Le gothique n'est pas la création du peuple romain ni hongrois. Le gothique est la création des Allemands de Transylvanie, les Saxons, qui ont été colonisés par les rois hongrois pendant XIIe et XIIIe siècle. À l'époque, ils étaient catholiques. Plus tard, ils sont devenus, à partir du XVIe siècle, luthériens, mais ils étaient catholiques. Alors, le gothique n'est pas la création du peuple romain ni du peuple hongrois. Ça doit être avoué parce qu'autrement, on est accusé de mensonge. On ne peut pas parler, on ne peut pas dire que... On m'a demandé à New York pourquoi j'ai dit que je n'ai pas raconté l'histoire du gothique romain. Le gothique romain existe un tout petit peu en Moldavie à cause des maîtres transylvains qui ont mis des petits détails architecturaux gothiques dans les monastères du Étienne le Grand et Petrourage. Mais nous l'appelons le style moldovenesque, le style moldave, parce que c'est autre chose. Il ne s'agit pas d'une gothique spectaculaire.
Mais l'église noire de Brasov et l'église Saint-Michel de Cluj, ils sont l'œuvre de la population saxonne sans aucun doute. C'est vrai, peut-être ceux qui ont travaillé pour mettre pierre sous pierre étaient des Romains, pourraient être des Romains, les travailleurs. Mais les architectes, les ingénieurs, et ceux qui ont payé, ont été les Saxons. Parce que la ville de Cluj, par exemple, jusqu'au XVe siècle, entre les murs intramuros, était 100% allemande. Aucun Hongrois n'a pas eu la permission de vivre dans la citadelle allemande fondée par les Allemands à Cluj. Et le nom allemand de la Transylvanie, Siebenbürgen, cette citadelle, compris la citadelle de Cluj. Parmi les autres, Sibiu, Brasov, Sighișoara, Mediaș, Bistrița, c'est la cité de Cluj, tout parce que la cité de Cluj a été complètement saxonne. Seulement à partir du XVIe siècle, le conseil de la ville a été partagé entre les Saxons et les Hongrois. XVIe siècle. Alors, je vais vous montrer les œuvres de différentes nationalités qui ont vécu ensemble en Transylvanie surtout, mais pas seulement en Transylvanie. À Suceava, par exemple, la troisième capitale de la Moldavie. À Iași, toujours les villes ont été mélangées, presque toujours. Vous connaissez très bien la situation de l'époque moderne en Moldavie. Les petits bougars, les petites villes étaient en grande proportion d'autres nationalités, pas de nationalité roumaine. C'est normal d'accepter ça s'il s'agit d'une réalité. Je ne peux pas porter des louanges ou condamner ça. Je dois expliquer en tant qu'historien. Et maintenant, je vais vous montrer l'image de ce type et je vais vous laisser lire vous-même. Ici, c'est là, et je ne sais pas si je serai capable de... Nu m-a ajutat un pic.